Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On va s'installer tranquillement. Merci en tout cas de votre présence. Alors merci à Monsieur le maire et puis merci à Pascal Mathis de nous accueillir à Belfort. 3 ans, on n'avait pas eu de congrès, donc c'est important effectivement qu'on puisse échanger à nouveau. Alors l'idée quand même, avec Bérangère, qui va co-animer avec moi, qui est chef de service à Vesoul, c'est d'échanger avec la salle. Alors, on pourrait échanger bien évidemment là sur la réanimation du futur ou quel avenir pour les soins critiques, on va en discuter. Mais bien évidemment, au cours de toute la journée, c'est d'échanger avec les orateurs. C'est le moment en tout cas où on peut échanger. C'était très très compliqué en tout cas pendant ces 2 ans en visio. Donc je pense qu'effectivement, il faut en profiter de pouvoir échanger. On va laisser peut-être encore un petit peu de temps parce qu'on a d'avance pour que les gens puissent s'installer. Et puis je vais peut-être commencer à présenter en tout cas ceux qui ont participé de très près. Donc on en faisait aussi partie avec Bérangère, avec un cercle très très restreint de personnes, de médecins, d'accompagnateurs. Et puis je remercierai d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui concernant la création de la cellule transfert. Vous savez qu'on a organisé beaucoup de transferts de Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux autres établissements au niveau national. Alors cette organisation, bien évidemment, était dépendante des soignants localement, mais il a fallu faire des transferts, une organisation, donc avec des gens qui étaient en backup, dont on faisait partie pour organiser au mieux ces transferts. Donc on a la chance, l'honneur d'avoir Cédric Duboudin, qui était l'initiateur, et puis on aura l'occasion d'échanger en tout cas sur la manière dont l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, ça a été rappelé par Monsieur Mathis, a joué un rôle très très important. Donc je pense que c'est à souligner. On a souvent un petit peu de distance avec nos tutelles, alors pas forcément nos directeurs d'établissement, mais nos ARS. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Et Cédric Duboudin, qui est directeur de la stratégie de l'innovation, a joué un rôle très très important et continue à jouer un rôle très important. Et jouera également un rôle important après la parution du décret qui sera mis en application relativement rapidement. Donc merci beaucoup Cédric. À côté, on a Gilles Blesco, ancien médecin anesthésiste réanimateur, alors qui s'est pas reconverti en mire, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, mais qui s'est reconverti pour être au plus près, en tout cas, de la direction de la cellule qualité et la gestion des risques, qui nous a beaucoup apporté, en tout cas, dans cette cellule, beaucoup de bienveillance, et puis qui a surtout permis un peu d'apaiser les débats qui étaient de temps en temps houleux au niveau de nos cellules transfert. Le docteur Hervé Roy, qui est juste à sa gauche, je remercie également de sa présence. Hervé, pour lequel on se connaît depuis très très longtemps, puisqu'il est Dijonnais, Gilles Blesco est Bisontin. Hervé Roy, pour lequel on a été souvent ensemble, en tout cas dans les équipes SMUR-SAMU, pendant plus de 20 ans, qui a rejoint un tout petit peu l'ARS et puis maintenant qui dirige, qui est directeur médical du réseau Urgence Bourgogne-Franche-Comté. Donc on aura aussi besoin de son éclairage sur la réanimation du futur, qui ne se fera pas qu'avec des réanimateurs, bien évidemment, qui se fera également avec tout le pré-hospitalier et puis tout l'après, comme on en parlera sur la dernière diapositive. Et puis le docteur Abdo Khoury, qui est quelqu'un de très important, en tout cas au niveau européen, qui est médecin urgentiste, praticien hospitalier au CHU de Besançon, mais qui est également président de la Société européenne de médecine d'urgence. Donc je le remercie. Et puis il nous donnera un éclairage concernant ce qui se passe au niveau européen, ce qui est un petit peu différent de ce qui se passe au niveau français. Donc c'est un éclairage en tout cas qui nous a beaucoup servi pendant cette crise, et puis qui est un fan des hélicoptères, puisqu'il en a toujours un sur lui quasiment, ou en tout cas dans son bureau. Donc je vais co-animer, donc il y aura quelques questions qui seront posées avec un diaporama. Encore une fois, vous intervenez, donc on pourra vous laisser la parole si vous avez des questions à poser. C'est le moment, moi, à mon sens, de les poser. Et puis donc je co-animerai avec Bérangère Vivet, qui a accepté cette collaboration, donc qui est chef de service à Vesoul. Et moi, je ne me suis peut-être pas présenté, mais Jean-Pierre Queneau, je suis PUPH et chef de service en médecine intensive réanimation au CHU de Dijon. Alors j'espère, on peut peut-être commencer, Laurent ? On est en avance, donc c'est super. C'est parfait. Allez-y, prenez place. On veut toujours être discret quand on arrive en retard, mais ça ne le fait pas. Ça va ?
Bah, tu peux faire passer, oui, c'est vrai, ou tu peux faire passer ce truc-là. Bon, si tout le monde est en place, on va pouvoir commencer. Donc, ce sont des échanges, hein. C'est une table ronde. Moi, je vais poser une ou deux questions. Bérangère fera de même. La salle pourra également intervenir. L'idée, c'est de faire le lien entre ce qui s'est passé au niveau Bourgogne-Franche-Comté, moi, à mon sens, qui est innovant par rapport à ce qui s'est passé au niveau national, alors que de tous et tous, hein, vous avez été beaucoup remerciés. Je pense qu'on peut se remercier tous et tous d'avoir tenu, en tout cas pendant cette pandémie. Maintenant, il y a l'avenir de la réanimation, il y a qu'est-ce qu'on va faire de nos soins critiques. Donc ça, c'est encore une véritable interrogation, même s'il y a un décret, on peut organiser les choses au niveau régional comme on l'a fait, et on peut continuer sur notre lancée, ce qui sera le cas, en tout cas, tous ensemble au niveau Bourgogne-Franche-Comté. Alors peut-être la première diapositive, ouais, tu peux passer la suivante. Voilà, et puis ça fait 2 ans que le président de la République a annoncé la guerre, hein, une guerre sanitaire, une guerre contre un virus, hein, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Là, il y a la guerre en Ukraine, donc aux portes de l'Europe. Donc on a eu quand même une pensée pour nos compatriotes ukrainiens. Et puis je salue encore une fois tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour tous les corps de métier. On a beaucoup parlé des soignants de réanimation. Bon, c'est très restrictif, moi, à mon sens, hein. Ce sont tous les soignants de manière globale, mais pas que les soignants, tous ceux qui nous ont aidés, hein. Ça va du brancardage aux électriciens, tous ceux qui ont été là sur la maintenance des outils, différents appareils, et puis également toutes les directions. Alors c'est vrai que c'est souvent descendant, mais j'aime bien remercier les directions et notamment tout ce qui a été fait pour nous accompagner, nous aider, et puis faire en sorte que finalement il y ait plus de malades qui soient sauvés. Alors la cellule transfert, je vais laisser la parole maintenant. Vous avez un micro devant votre table. Et la première question, je vais poser à Cédric, c'est effectivement d'où est venue cette genèse de cellule transfert, comment ça a été mis en place, qui, comment. Voilà, si tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour la création de ces cellules transfert. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, on revient 2 ans, même un peu plus de 2 ans en arrière, mi-mars, où à la fois les travaux nationaux et des travaux régionaux nous montraient que fin mars, on allait être dans une situation de débordement, c'est-à-dire l'incapacité de prendre en charge, malgré tous les efforts et les murs qui avaient été poussés, de prendre en charge un certain nombre de patients eu égard à la dynamique épidémique et la manière dont elle se développait de manière inexorable, et ce, évidemment, malgré le confinement. C'est-à-dire que voilà, les éléments, même avec le confinement, nous amenaient à cette hypothèse. Et donc, a été mis en place, un petit peu en urgence, une cellule constituée de représentants des 2 CHU, à la fois du côté SAMU et du côté réanimation anesthésie, et puis de l'ARS, pour réfléchir assez vite à comment organiser une opération de transfert d'un nombre très important de patients pour ce qui nous concernait, nous, Bourgogne-Franche-Comté, puisque on commençait à évoquer une hypothèse de 50 patients, ce qui était beaucoup pour notre région, vers des régions, et on les remercie encore, qui ont accueilli ces patients, la région Ara et la région PACA à l'époque. Et puis, donc ça c'était le premier objectif, hein, très très vite. Et puis le deuxième objectif, avoir une remontée terrain directement des services de réanimation, savoir quelle était la situation, et je laisserai Gilles aussi ensuite porter peut-être un appui aux établissements périphériques, les soutenir dans cette démarche très complexe. Cette cellule, elle s'est réunie, et très vite, sur des temps assez courts, mais très fréquemment. C'est-à-dire qu'on est parti d'une réunion par jour, et puis au plus fort, à la fois des transferts et de la dynamique épidémique, ça a été jusqu'à 3 fois par jour, avec le fait de prendre la température dans les services et voir quel transfert il fallait organiser très vite, de manière à ne pas être en situation de saturation ou de débordement complet au sein d'un établissement de la région. Peut-être Jean-Pierre, est-ce que
Non, ça correspond effectivement à notre attente. Tu as bien déroulé de ce qui s'est passé. On reviendra dessus effectivement tout à l'heure pour la suite. Peut-être effectivement faire intervenir Gilles, Hervé et Abdo sur quel était leur rôle effectivement au sein de cette cellule transfert. Le rôle, puis le ressenti, il faut se projeter 2 ans en arrière, effectivement. C'était, comme tu le dis, très compliqué. Beaucoup de réunions, et heureusement effectivement qu'il y avait la visio pour le faire. Peut-être Gilles, effectivement, ton ressenti, toi, surtout quand tu appelais, les centres hospitaliers de façon régulière. Voilà, donc moi ça a commencé, je me rappelle encore, un jeudi, parce que voilà, j'ai laissé la réanimation, j'étais chef de service en RSI, comme on dit maintenant, et bon, j'étais à la direction qualité depuis déjà 4 ans, donc voilà, la réanimation, je suivais ça toujours, mais voilà, je n'étais plus dedans. Et j'ai eu un coup de fil, donc, je crois, du chef de pôle des urgences et de la directrice générale du CHU me demandant d'intégrer une cellule. On a commencé ça un jeudi pour des transferts qu'on a fait le dimanche, si je me souviens bien. Voilà, donc ça a été très rapide. Et pour moi, bon, j'avais fait 27 ans de réanimation, donc... j'ai connu beaucoup de réanimateurs, beaucoup d'internes, beaucoup de gens qui ensuite ont essaimé un petit peu dans les réanimations de la région. J'ai également travaillé un petit peu quelques gardes chez Rouliot, avec plaisir à Belfort, pour donner un coup de main quand ils étaient dans une difficulté. Voilà. Et bon, voilà, je connaissais bien, en tout cas en Franche-Comté, le terrain. Et les préoccupations des réanimateurs. Et donc, ça a été assez facile pour moi. C'est sûr que j'embêtais régulièrement soit mes collègues seniors, soit vos internes, pour avoir un petit peu des données, jusqu'à évidemment 3 fois par jour, pour remonter tout ça à notre séance, et puis alimenter aussi, mais ça on en parlera peut-être, les tableaux de bord de Cédric, qui faisait tourner la moulinette et nous donnait des simulations sur ce qui allait nous arriver. C'était aussi l'occasion pour moi de servir un petit peu de courroie de transmission dans les périodes plus difficiles que vous avez connues, toutes les équipes, les problèmes de lassitude ou les problèmes d'effectifs ou les problèmes effectivement là de transfert de patients, d'essayer de faire tout mon possible, ou en tout cas d'échanger et de faire remonter toutes ces infos à la cellule. Voilà. Gilles ? Alors peut-être sur la partie un petit peu plus opérationnelle, Hervé ? Oui, donc comme vous l'avez compris, j'avais à l'époque une casquette de responsable du SAMU à Dijon, donc c'est vrai que ça a été une aventure à la fois organisationnelle, puisqu'il fallait qu'on avait la mission de préparer la région à supporter cette vague et effectivement à faire attention qu'il n'y ait pas de débordement dans vos services, dans toute la région. Ça a été une aventure humaine, puisque effectivement le groupe, on s'est retrouvé, comme ça a été marqué à la fin de la slide, la bonne humeur dans l'adversité, et ça a vraiment été un groupe cohérent et qui nous a permis effectivement de faire face à cette vague montante et de pouvoir s'organiser avec le pic effectivement de transfert fin mars, où on a transféré 50 patients en 3 jours, avec une noria d'avions sanitaires, d'hélicoptères et d'ambulances, donc un gros défi sur le plan logistique. Si je prends maintenant ma casquette de responsable médical du réseau, je pense que les points importants, c'est effectivement de travailler, bien sûr, continuer à développer les relations entre les services d'urgence et les réanimations, mais qui sont déjà bien, et surtout travailler sur des outils pour faciliter la transmission d'informations. Vous l'avez compris, on appelait les collègues réanimateurs 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. Même si c'était important aussi, parce que ça permettait de discuter un peu avec eux, de prendre la température, de voir comment ça se passait chez eux. Ça a été aussi un peu lourd par moment de les solliciter en permanence pour voir effectivement le niveau de remplissage. Et je pense que pour la suite, il faut absolument qu'on travaille sur une remontée facilitée, automatisée des informations pour pouvoir vous soulager, vous, dans les services, et pouvoir, au niveau effectivement de l'agence, pouvoir voir un petit peu les niveaux de remplissage et pouvoir vous aider au mieux dans ce type de situation.
Peut-être un retour, Hervé, tu parlais de 50 transferts, hein, je ne sais pas si tout le monde avait cette notion-là, 50 c'est pas mal, alors c'est moins que Paris, effectivement, qui a transféré beaucoup plus, mais on était les premiers quasiment à transférer. Comment se sont passés ces transferts? Est-ce que tu as eu des retours des services qui accueillaient ces patients-là? Ce n'était pas très très simple, du transfert ou du transport, et puis des retours des familles. Est-ce qu'on a des retours concernant effectivement le fait que les familles étaient bien évidemment éloignées? Alors pendant le confinement, c'était un peu moins gênant, mais il pouvait y avoir des problèmes de communication. Est-ce que tu as un retour concernant ces transferts de manière un petit peu générale? Alors, de manière générale, de toute façon, oui, les familles ont été accompagnées. Et bien sûr, les transferts de patients se sont faits avec l'accord des familles en amont, mais tout le monde comprenait bien, dans le contexte fin mars, tout le monde comprenait bien l'importance de transférer ces patients pour leur permettre d'avoir des soins adaptés à leur état. Vu le niveau de remplissage dans toutes les réanimations de la région, on n'était pas en mesure d'assurer des soins adaptés à l'état des patients dans tous les points du territoire. Donc les gens ont bien compris, les familles ont bien compris, et il y a eu un accompagnement qui s'est mis en place avec des points, des appels très réguliers des familles pour bien sûr les tenir au courant de l'avancée de la prise en charge de leurs parents, mais aussi bien sûr de pouvoir aider ces familles au niveau des aspects logistiques et pouvoir faciliter quand ils ont pu se déplacer, aller revoir leurs parents, à la fois sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et la partie PACA pour les patients qui ont été transférés là-bas. Donc, au niveau logistique, ça a été piloté. Donc, on a eu la cellule nationale qui a mis en relation la région Bourgogne-Franche-Comté avec les régions ARA et PACA qui avaient les lits disponibles. Et puis après, au niveau de la cellule, on a organisé tous les aspects transferts, je vous le disais tout à l'heure, de mettre en place les vecteurs en fonction des patients qui étaient transférés et des places qui étaient disponibles. Donc les avions sanitaires qui ont été utilisés pour transférer depuis la Franche-Comté jusqu'en PACA, et puis des hélicoptères sanitaires pour transférer sur la région ARA. Et même le lundi, on a fait quelques transferts en ambulance puisque la météo n'était plus très favorable pour la fin des transferts. Merci beaucoup Hervé. Abdo, ton retour d'expérience en tant que médecin urgentiste qui a participé bien évidemment à son transfert, les problématiques que ça a pu poser, parce qu'il y a quand même eu des problématiques, tu t'imagines, quand on veut faire des transferts, on mobilise une équipe, donc ça veut dire qu'effectivement il y a moins de monde pour la population générale, ce qui était un petit peu le cas. Peut-être des événements qui sont passés, peut-être des choses, on reverra tout à l'heure de ce qu'on fera peut-être plus en termes d'organisation. Et puis ta vision aussi au niveau européen, parce que pendant tout ce temps-là, Abdo, on l'a vu de temps en temps à Dubaï, il me semble. On l'a vu à pas mal d'endroits. Et il continue effectivement à animer cette cellule transfert, même à distance, avec les collègues européens. Merci de ton retour, Abdo. Oui, merci Jean-Pierre. Tout d'abord, merci pour l'invitation d'inviter des urgentistes à participer à un congrès de réanimateurs. Je crois que la pandémie nous a montré quand même qu'une collaboration entre médecins urgentistes, entre urgentistes au sens global du terme, les personnels des urgences et les personnels des réanimations était assez essentielle pour réussir un peu ce qu'on a réussi pour nos malades. Alors en effet, je ne vais pas répéter tout ce que mes collègues ont dit, mes amis même maintenant, parce qu'au bout de 2 ans, on se voyait beaucoup plus que certaines fois qu'on voyait nos familles. On se voyait 3 fois par jour, en visio certes, mais quand même on se voyait, donc on est devenus amis quand même. Et je suis vraiment très content de les revoir en physique, parce que la vidéo, vous savez ce que c'est. Je vais parler un peu plus d'aspects techniques, ce que Jean-Pierre a évoqué. Quand on demande d'évacuer un malade d'une réanimation ou de transférer un malade d'une réanimation à une autre, ce n'est pas une affaire assez simple. Certes, ceux qui travaillent en réanimation connaissent les malades, ils sont dans un lit, ils sont à peu près corrects, on essaie de les stabiliser comme on peut. Je vous rappelle, on était en mars, c'était le début de la Covid, on ne connaissait pas grand-chose à cette maladie-là, on avait peur des contaminations, on avait vu ce qui s'était passé en Italie, à Mulhouse, avec des collègues en Italie qui étaient morts, donc on avait vraiment une grosse trouille de cette maladie-là, et de savoir comment gérer ces malades-là. Donc dans des réanimations, on était ultra sécurisés, on va dire, les mettre dans des ambulances ou dans des avions ou dans des hélicoptères, on était à même pas 30 cm du nez du patient, c'était quand même un petit peu quelque chose, on va dire, d'effrayant. Mais on a eu cette chance, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que Mulhouse a été atteint avant nous, l'Italie avant nous. On a eu le temps un petit peu de se préparer au niveau de la région et même d'anticiper déjà quelques transferts. Parce qu'avant même de commencer les transferts massifs sur le week-end du vendredi, samedi, dimanche, lundi, on avait déjà commencé à transférer quelques malades en Suisse. Et ça, c'est où là les relations européennes peuvent jouer.
Là, je vous parle, on est à Belfort. On est à Belfort à peu près au carrefour de 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et une collaboration au jour le jour devrait se faire. L'Europe, c'est ce que c'est l'Europe. Globalement, c'est une Europe unie, ouverte. Et donc, théoriquement, au jour le jour, on devrait collaborer entre l'Allemagne, la France, la Suisse, sans qu'il y ait de soucis majeurs. Sauf que cette pandémie nous a montré que ce n'était pas aussi simple qu'on le pensait et qu'il y avait des soucis. Alors, fort des relations qu'on a pu avoir au jour le jour, que ce soit nous, ici, du côté de la Franche-Comté, mais que ce soit aussi de l'Alsace, du côté de l'Alsace, avec la présidente de la région d'Alsace, que je salue aujourd'hui, Madame Klinker, qui avait vraiment des relations assez fortes avec l'Allemagne, qui a pu transférer beaucoup de malades et épargner à la région Grand Est une grande catastrophe. Pourtant, ça a été la catastrophe, mais ça aurait pu être pire. Donc tout ça, ça a été mis en place. Pour revenir, nous, un petit peu à Franche-Comté, c'est que cette logistique-là est assez importante. Il faut envoyer des équipes, chercher les malades, il faut les transférer soit en hélicoptère, soit en ambulance, soit en avion. Des fois, ça dépendrait des élongations qu'on avait, dans les meilleures conditions. Il fallait aussi que la logistique soit assurée pratiquement comme du papier à musique, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'équipes SMUR, et les médecins et les infirmiers qui étaient au SMUR étaient aussi dans les services d'accueil aussi, qui devaient aussi prendre en charge les malades qui arrivaient dans nos hôpitaux. Donc c'était vraiment une gymnastique à faire assez importante, et on commençait nos journées à 5h du matin, on les finissait à 1h du matin. Sur les 4 jours, on a commencé à 5h du matin, on a fini à 1h du matin, parce qu'il fallait s'assurer que la dernière équipe était bien rentrée à la maison. Et donc, c'était une logistique où la première équipe partait chercher le malade, qu'on avait déjà screené au préalable avec les réanimateurs, que ce soit avec Jean-Pierre, que ce soit avec Gilles, qu'on avait bien screené, que c'est des malades stables. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on avait été débordé, qu'on avait besoin de place, qu'on pouvait prendre des risques avec nos malades. Et je peux dire qu'à la fin, aucun des malades n'a eu aucun souci durant le transport. C'est un peu complexe, peut-être on y reviendra un peu plus tard, mais quand vous sélectionnez un malade, vous décidez pour un malade, vous arrivez en réanimation pour le prendre en charge, ce malade, 2 heures avant, s'était dégradé. Et vous ne pouvez plus le prendre. Il fallait prendre au pied levé un autre malade qu'on a déjà screené au préalable. Donc c'était vraiment un travail assez intense de réunion et de screening perpétuel, et un travail de confiance qu'on a fait entre les urgentistes et les réanimateurs. On avait une confiance mutuelle. Le réanimateur, quand il nous racontait un truc, on était confiants. Et quand nous, on disait au réanimateur, on peut faire ou on ne peut pas faire, le réanimateur aussi était confiant. Parce qu'on n'oubliait pas quand même, vous nous confiez vos malades pour lesquels vous vous êtes battus pendant quelques jours, quelques semaines peut-être, et il ne fallait pas qu'il arrive quelque chose durant le transport. Donc c'était une logistique assez importante. Il fallait penser à cette logistique-là, aux vecteurs, mais aussi à la synchronisation des vecteurs. Donc des fois, par exemple, on allait chercher le malade en ambulance, on arrivait sur un tarmac d'aéroport, on le mettait dans un hélicoptère, qui arrivait sur un autre aéroport, on le mettait dans l'avion. L'exemple de Vesoul, par exemple, ambulance Vesoul, l'aérodrome de Vesoul, hélicoptère de Vesoul, aéroport de Tavaux, et de Tavaux, l'avion. Vous voyez quand même 3 vecteurs pour un malade. Donc c'est pas une gymnastique assez facile à organiser. Et aussi, il fallait aussi s'occuper de la restauration des équipes dans la meilleure condition, sur de meilleures conditions d'hygiène et de transmission de maladies. Donc vous voyez qu'on était tous équipés en tenue NRBC pratiquement. Donc tout ça, il fallait y penser. Et c'était vraiment quelque chose de très, très, très pointilleux qu'il fallait absolument organiser à la seconde près pratiquement. À la seconde près, parce qu'il ne fallait pas que les avions restent sur le tarmac trop longtemps. Il ne fallait pas les immobiliser, ça coûte cher. Et puis ça coûte cher en ressources aussi. Et puis là où les avions sont immobilisés chez nous, ils ne peuvent pas servir ailleurs. Il ne fallait pas prendre des ressources aussi aux autres, parce que tout le monde en avait besoin. Merci Abdo. Du coup, je vais rebondir en tant que finalement utilisatrice de la cellule transfert, bénéficiaire, on va dire même plutôt. C'est vrai que toute cette expérience a été quand même assez extraordinaire. On a découvert, grâce à cette cellule que vous avez mis en place, et j'ai déjà eu l'occasion de vous en remercier, elle était précieuse, la solidarité opérationnelle. C'est vrai que de l'intérieur, on a eu le temps, comme tu l'as dit, mais on en a manqué aussi. On a eu le temps, effectivement, de se préparer peut-être un peu psychologiquement, de réaliser ce qui se passait. On était tous comme au pied du mur à attendre que la vague arrive vraiment. On avait déjà un peu ébauché un système de communication entre nous, les réanimateurs, pour se tenir au courant. Et puis la vague est arrivée et ça a été une espèce de silence radio, parce que la vague était là. Et c'est là que vous êtes arrivés pour rétablir le contact. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'extrêmement important. Gilles, tu parlais du fait que tu étais le canal pour faire remonter les informations, mais c'était aussi très intéressant, très important pour nous de les faire descendre. Et tu étais ce canal-là pour nous dire aussi ce qui se passait chez les autres, qu'on n'était pas les seuls dans des difficultés, et nous donner du soutien et puis aussi des informations pour finalement peut-être rebondir ou imaginer d'autres choses.
Et l'expérience des transferts, pour nous, a été vécue comme un soulagement. Vous avez pris la main là-dessus et vous nous avez extrait en 3 jours, un peu comme par magie, 11 patients, alors même qu'on était en train de réinventer complètement les soins critiques sur l'établissement. On a effectivement poussé les murs, comme vous l'avez dit. On s'est retrouvé avec des équipes qu'on ne reconnaissait plus, nos agents, et puis des gens qui venaient de partout, qu'on a dû former sur le tas. Et grâce à la cellule de transfert, effectivement, on a pu ne pas avoir la tête sous l'eau à ce moment-là, avec toutes les difficultés que tu as soulignées, effectivement, qui étaient peut-être moindres dans la première vague, parce qu'avec le confinement, les transferts allaient d'eux-mêmes. Et par la suite, ça s'est avéré beaucoup moins simple pour les familles que de laisser partir leurs proches dans d'autres régions. Merci Bérangère pour ce retour d'expérience. Je pense qu'on aura le temps d'échanger, puis je regarde Khaldoun parce qu'on est à 40 km du cluster initial, donc, et Khaldoun l'a vécu et l'a subi, lui et ses équipes bien évidemment, et sa direction avec le service de santé des armées qui a aidé. Donc ça serait effectivement des échanges qu'on pourra avoir, d'ailleurs ça peut intéresser, parce qu'il y a toute la mobilisation qui a été faite, et puis on en discutera à d'autres moments. Effectivement, l'aide qui a pu être apportée par d'autres corps de métier, et comme le rappelait Abdo, effectivement on a pu être solidaire, travailler de façon pluridisciplinaire, ce qui n'était pas forcément logique et voilà, au départ, et puis surtout pluridisciplinaire, ce qui n'était pas gagné également. Et puis on a vu effectivement, encore une fois, grâce à Cédric, sous l'égide de l'ARS, qu'on pouvait tous travailler ensemble. Donc tu nous feras peut-être un petit retour Khaldoun, et puis je pense à Guylaine Labro, parce que on s'est croisés tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. On parlait de la cellule transfert, mais toute la partie scientifique qui était aussi importante. La question qui se posait, c'est comment on allait soigner les malades. Alors, on n'avait pas de traitement initialement. Il y a eu beaucoup de recherches de fait. Effectivement, d'autres avaient un petit peu d'idées, notamment nos collègues d'Italie. Et donc, Guylaine a assuré pendant un temps cette veille bibliographique, ce qui a permis aussi de se reconnecter un petit peu à la réalité sur ce qu'on devait faire, parce qu'il faut s'imaginer que les patients, en tout cas le premier virus, la première souche de virus, c'est des patients pour lesquels il fallait aller très très rapidement. Et ça, on n'avait pas forcément compris. C'est avec l'expérience de nos collègues italiens et le retour que Guylaine faisait au niveau régional pour dire effectivement il faut les prendre rapidement et probablement les intuber rapidement. Donc il y a eu toute cette logique, cette logistique et l'expérience bien évidemment de Mulhouse qui a dit voilà, ça arrive. Et effectivement, ça arrivait très très vite. Donc merci en tout cas à vous deux de l'expérience et du ressenti que vous avez pu nous faire partager. Je vais remercier, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, Cécile Lumière. Alors c'est notre tata, elle n'aime pas quand je l'appelle comme ça, mais Cécile qui est responsable du département PRS, Parcours Démocratie et Santé Innovation Organisationnelle, qui était une aide, un soutien, notamment à Cédric, mais à tous et toutes, pour l'organisation notamment des visios, et puis y compris pour l'organisation du diaporama. Et puis je parlais tout à l'heure, on était un groupe un petit peu plus cossu, entre guillemets. Il y avait aussi Didier Honard et Didier Dreyfus qui ont beaucoup participé, qui sont sur Dijon. Et puis Jean-Marc Labouret, voilà, qui était en tout cas un petit peu troublion, mais qui nous a beaucoup amusé, qui nous a beaucoup aidé, parce qu'il avait aussi beaucoup de contacts au niveau du service des santé des armées. Voilà, donc quand même les remercier parce qu'ils ont beaucoup participé, j'en oublie peut-être d'autres. Et puis il y a eu beaucoup d'autres personnes qui sont venues après pour nous épauler, nous soutenir. On va avancer. Je vais avancer un peu rapidement sur les 2 prochaines pour parler de ce qui est effectivement les soins critiques. Quel avenir pour les soins critiques, c'était un petit peu la thématique. Capitaliser, ça c'est un terme très important sur une dynamique, vous l'avez rappelé. Alors cette dynamique, il ne faut pas que ça s'estompe. Et on a vu avec la fatigue des uns et des autres, à tout niveau, y compris au niveau institutionnel, on a tendance à se replier sur soi, revenir sur nos acquis, entre guillemets, puis oublier ce qui nous a permis de travailler tous ensemble et ce qui devrait nous continuer, nous permettre de travailler ensemble pendant les mois et les années à venir. Et Jean Régnier en reparlera tout à l'heure avec le décret qui va sortir prochainement. Donc cette dynamique, il faut la poursuivre, encore une fois sur le plan pluriprofessionnel. Pas que dans le domaine des soins critiques, il y a tout le domaine de la rééducation, de la réadaptation, avec un virus pour lequel il y a pas mal de dégâts de fait sur le plan neurocognitif, moteur, réhabilitation au sens large. Donc il y a une feuille de route qui a été réalisée. Là, c'est un vrai gros travail de tous et toutes, y compris Bérangère, puisqu'il y a beaucoup d'interviews qui ont été faites, qui ont été retranscrites par Cécile,
tous les chefs de service au niveau de la région ont été interpellés pour parler, pas que d'eux-mêmes d'ailleurs, de leurs services, également des soignants, des difficultés qu'ils avaient rencontrées. Bérangère l'a souligné quand il fallait étendre les lits, faire des réanimations éphémères. Donc ça, c'était fait par Cécile en termes d'interview. Donc tout ça, c'est disponible de façon anonymisée. Donc c'était une richesse et ce qui a permis de construire une première feuille de route. Et cette première feuille de route a beaucoup servi à mon sens, hein, mais Cédric pourra le dire autant que moi. Il y a eu la Cour des comptes, hein, qui a regardé ce qui avait été fait. Il y a l'IGAS, hein, qui a fait un rapport qui a mis énormément de temps à paraître, entre guillemets, et qui est paru un petit peu avant la sortie du décret, donc qui va sortir probablement dans les prochains jours. Et ce rapport de l'IGAS qui s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait au niveau Bourgogne-Franche-Comté, parce que Cédric l'a rappelé, on avait quand même une structuration probablement un petit peu différente, et Pascal Mathis l'a souligné avec un soutien net de l'ARS, probablement différente de ce qui était au niveau national et d'autres régions. Et c'est ce qui fait effectivement qu'on discute autour des tables rondes de la dynamique qu'on a pu construire ensemble. Alors, il y a beaucoup de sujets qui vont être apportés, Jean en parlera peut-être tout à l'heure, au niveau national. Nous, on a un vrai problème effectivement de répartition des internes au niveau régional. Les ressources humaines, je pense que c'est un petit peu partout pareil, sauf qu'effectivement, la région est peut-être un peu moins attractive que les régions du sud, de l'ouest, où il y a un peu de mer ou un peu de montagne. Donc ça, c'est des vraies difficultés en termes de recrutement. Et ça sera effectivement un enjeu pour les agences régionales de santé, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté, et les directeurs d'établissement pour recruter au mieux. Et c'est des discussions et des échanges qu'on pourra avoir. Je vais passer juste celle-là. Cédric finalisera effectivement sur cette feuille de route et puis ça permettra d'enchaîner ensuite sur les prochains. Moi, j'aurais voulu savoir, on va revenir dans l'autre sens et recommencer par Abdo. Tu as parlé effectivement de ce que tu as vécu, de ce que tu as fait, de l'aide que tu as apportée pendant cette partie un petit peu épineuse, hein, pas que la première vague d'ailleurs. Les suivantes également en termes de cellules de transfert. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est et maintenant? C'est-à-dire, maintenant, il y a eu 2 ans, alors tu l'as un peu abordé en termes de dynamique, et maintenant, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie pour toi, pour ton service, pour les établissements au niveau national? Sur quoi tu as envie maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Quel futur? Alors, je vais commencer par être un petit peu optimiste avant d'être pessimiste. Optimiste, c'est qu'au début de la première vague, au début de la crise, on a tous dit que le monde d'après serait différent du monde d'avant. Oui, mais j'ai l'impression que personne n'a dit que ça va être pire que le monde d'avant. Tout le monde a pensé que ça allait être pour le mieux, parce qu'on avait une dynamique, on avait créé des choses, tout le monde était solidaire, les soignants étaient applaudis aux fenêtres tous les soirs, tout le monde était euphorique, sauf que malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on ait tiré vraiment les leçons. On en a tiré quelques-unes, au niveau de la région, ailleurs aussi, mais je ne suis pas sûr qu'on a vraiment pris la mesure du problème en compte. Je ne suis pas sûr que les politiques aujourd'hui qui se présentent aux élections présidentielles, je parle de la France, mais je parle aussi de l'Europe aussi, qu'ils ont vraiment pris la mesure de ces choses-là et qu'ils ont une volonté vraie de redynamiser le système de santé, voire même le système de soins en global, voire même de le réinventer. Parce que continuer à rafistoler un système, un tonneau de Danaïde et réinjecter des sous, ce n'est pas que les sous qu'il nous faut. Il nous faut vraiment une vraie réforme structurelle sur le système de santé. Un système de santé aujourd'hui qui n'est plus du tout le même qu'il y a 30 ou 40 ans. L'optique a changé, la population vieillit de plus en plus. Tout se fait aujourd'hui autour de ce qu'on appelle en anglais le acute care, ou les soins d'urgence, ou les soins de... Comment on appelle ça en français? J'ai oublié le terme. Les soins non, pas critiques, avant le critique. Le acute care, c'est les soins immédiats ou un truc dans le genre. Donc c'est vraiment, ça se fait autour de ça aujourd'hui. Il faudrait repenser le système de santé de demain autour de tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on est dans cette dynamique-là. Après, effectivement, ce qu'on a fait en Franche-Comté, et que les autres commencent un petit peu à regarder de près, a été une dynamique assez intéressante parce qu'on a pu quand même avoir une réflexion au niveau de toute une région, tout un bassin de population, toute une région, même grande région quand même, au niveau de la surface, et une région rurale. On n'a pas beaucoup de ressources comme d'autres régions. On n'est pas à Paris, où à Paris, on claque des doigts, on a des lits de réanimation. On est un peu différent ici en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. On a fait quand même cette dynamique-là pour être plus ou moins autosuffisant et pouvoir avoir une discussion entre nous tous, les réanimateurs, les urgentistes, une discussion globale pour mieux redistribuer nos ressources, que ce soit nos ressources humaines, mais aussi nos ressources matérielles aussi. Quand on est coincé à Vesoul parce qu'on n'a plus de lit de réanimation,
Il y a Dijon qui va prendre, il y a Belfort qui va prendre, il y a Besançon qui va prendre. On a vraiment une solidarité aujourd'hui. On se connaît tous, on se fait confiance et on sait très bien que quand on nous demande une aide, c'est pour nous demander parce qu'on est vraiment, on a besoin de cette aide-là. On n'a pas, c'est pas juste pour se débarrasser d'un malade ou parce qu'on n'a pas envie de le prendre en charge. Bien au contraire. Bien au contraire, ils ont plus tendance à garder leurs malades. Tout le monde a envie de s'occuper de ces malades. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose de positif qu'on a fait, qu'on essaie de faire au niveau de la région. J'espère que les candidats à la présidence et puis par derrière, ils vont comprendre vraiment la problématique et comprendre vraiment que le système de santé est arrivé à bout de souffle. Et j'irai un peu plus loin même aussi. On parle du monde universitaire, du monde extra-universitaire. Je peux aussi parler du monde privé, du monde public. On a clairement vu des dysfonctionnements. On est peut-être le seul pays dans le monde, sinon en Europe, à avoir vraiment cette dichotomie public-privé. Ailleurs, ça n'existe pas. Tout le monde travaille ensemble sur des critères différents, mais tout le monde travaille ensemble. Et à mon avis, il faudrait vraiment fortifier cet aspect-là de collaboration. Au niveau européen Au niveau européen, oui. Au niveau européen, on a eu à peu près les mêmes problématiques. Un vrai problème qui a été montré par l'Europe, la limite de l'Europe. Et on l'a vu avec cette crise sanitaire. Le problème de la santé, c'est que les pays sont souverains avec la santé. Ce n'est pas un truc européen qui est géré au niveau supra-européen. Même si l'Europe a essayé de prendre un petit peu les dessus à un moment ou à un autre, elle n'a pas réussi. Première chose, la première crise, quand l'Italie a commencé à avoir le cluster, tous les pays autour sont fermés. Les frontières sont fermées. L'Autriche, l'Allemagne, la France, tout a été fermé. Toutes les frontières sont fermées pour l'Italie. Donc ils n'ont pas pu transférer des malades. Après, au bout d'un moment, ça s'est ouvert. Pour nous, en Franche-Comté, pareil, on a eu des soucis. Les Suisses ont ouvert quelques places. Au bout d'un moment, ça s'est fermé aussi. Les Allemands, c'était pareil. Après, il fallait gérer les malades entre Paris et Berlin. Les malades qu'on gérait habituellement entre Strasbourg et Fribourg, ils sont maintenant devenus, on était obligés de les gérer entre Paris et Berlin, ce qui accentuait les difficultés et qui mettait encore des rouages plus compliqués dans ce qu'on avait monté. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut retravailler au niveau européen. Et encore une fois, la crise ukrainienne nous a montré aussi que la défense européenne n'est pas à l'ordre du jour et qu'on n'a pas une défense européenne. Et donc ça aussi, ça a permis d'avoir une crise en Ukraine. Donc, est-ce qu'on a tiré les leçons? Je ne sais pas. L'Europe a commencé à travailler sur la crise. Ils ont monté le nouveau groupe qui s'appelle le HERA, H-E-A-R-A. C'est le Health European Resources. Donc c'est apparemment un groupe de réflexion avec des moyens de 130 milliards d'euros, je crois, un truc dans le genre, pour une réflexion globale sur la santé. J'espère que cette dynamique restera, parce que j'ai l'impression que la Covid commence à disparaître aujourd'hui, et que peut-être cette dynamique va disparaître aussi. On va voir. Merci beaucoup, Abdo. Hervé, même question, surtout que tu as intégré le RUB-BFC, et puis pareil qu'il va y avoir d'autres personnes ou d'autres structures, voire une discipline qui a peut-être intégré le RUB-BFC. Tu peux nous en dire plus? Effectivement, avec la structuration d'un comité régional de soins critiques, aujourd'hui, le réseau des urgences Bourgogne-Franche-Comté va servir de support administratif pour aider à la structuration de cette entité en Bourgogne-Franche-Comté. On verra par la suite, en fonction du développement, comment est-ce qu'on avance en parallèle ou en commun sur le développement du réseau de soins critiques. Je pense qu'à travers ça, ce qui est important, c'est effectivement les relations qui ont été mises en place et, comme le disait Abdo, les relations de confiance. C'est indispensable pour nous, urgentistes, d'avoir des relais de confiance au niveau des réanimateurs quand on a besoin de leur confier les patients, et inversement dans l'autre sens, vous, réanimateurs, avez besoin effectivement que quand on vous propose un malade, vous soyez sûr que les informations qu'on va vous donner soient fiables et puissent effectivement vous aider à décider au mieux quels patients doivent bénéficier de l'accès dans vos services. Donc voilà, effectivement, des relations de confiance qui ont été mises importantes, et puis on va continuer à travailler pour développer ces relations. Et je l'évoquais tout à l'heure, mettre en place des outils qui permettent de faciliter, et toutes les tâches répétitives, toutes les tâches qui n'ont pas besoin d'un contact direct puissent être facilitées, que ce soit à travers les connexions entre les logiciels administratifs, les logiciels patients et les remontées de disponibilité des lits, et que ce soit éventuellement à travers le développement de systèmes de télé-expertise pour faciliter la prise de décision au niveau des réanimations. Merci beaucoup, Hervé. Gilles, même question avec ta bienveillance habituelle, peut-être pour nuancer
les propos d'Abdo, parce qu'il faut toujours Oui. finir par quelque chose d'un petit peu positif, hein, même Ah, si mais tu n'es pas le moi- dernier à intervenir. Mais bon, je On- sais que tu es quelqu'un de positif, donc ça On pose est pas de soucis. optimiste, nous, dans le Sud, on est optimiste. L'OM est deuxième, tout va bien. Donc, simplement pour dire, moi je trouve que c'est pas mal parce que on a des textes. Ça fait bien longtemps que la réanimation, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, peu importe, hein, c'est pareil, on a les mêmes préoccupations, mais en tout cas, on a des textes qui sont sortis intéressants. Je pense que voilà, on en parlera tout à l'heure. Vraiment depuis longtemps. Et puis, ce que j'espère surtout, et ça, on a toujours plaidé ensemble, et tu le sais, pour que les personnels paramédicaux qui font vraiment un métier spécifique, moi j'ai croisé pas mal au cours de ma carrière, pas mal de paramédicaux, vous faites un métier que je compare largement à celui de mes collègues anesthésistes, c'est-à-dire IADE, et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir vous reconnaître une vraie spécialité avec, comment dirais-je, ce qui va avec, c'est-à-dire une reconnaissance aussi pécuniaire, mais surtout une reconnaissance pour votre travail qui est si spécifique. Et je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, on a évoqué un petit peu le caractère un peu formidable, parce que tout le monde est venu en réanimation, mais ça a été aussi l'objet de souffrances de personnel qu'on a déplacé en réanimation, des gens qui n'étaient pas préparés psychologiquement et puis techniquement à subir malheureusement ce qu'on a tous subi, c'est-à-dire un grand nombre de décès, beaucoup de difficultés, enfin bref, je passe là-dessus pour être plutôt optimiste. Et finalement, je pense que Jean-Pierre, tu en parleras un petit peu, mais on parlait des RH tout à l'heure qui sont difficiles à trouver. Nous, ce qu'on voudrait, en tout cas, tuer aussi à l'initiative, comme Laurent Fèvre, enfin, et toute l'équipe de la création de ce DU de Réa. J'espère que tu pourras en parler au cours de ce congrès pour nous faire un peu de pub, surtout, mais surtout, je trouve que c'est une très, très bonne chose que d'apporter de la connaissance à nos paramédicaux, voire même une formation accélérée et tout ça bien encadré, un petit peu universitaire, à des gens qui viendraient nous aider d'autres spécialités. Voilà ce que je voulais dire pour la note optimiste et ce qu'on va pouvoir aussi tirer de là. Et enfin, bon, on espère un petit peu de sous également. Et pour nos institutions, je ne sais pas si M. Mathis est encore là. Oui, je le vois. Mais nous, en tout cas, on va essayer de s'appuyer là-dessus. On a un service extrêmement vétuste à Besançon. Et vraiment, voilà, le projet de reconstruction, Gilles Capelier sera là demain aussi, qu'il a toujours voulu créer, va pouvoir se concrétiser. Ben là, c'est bien parce qu'on a des recommandations, des lits. Hein, Bérangère, toi qui as travaillé dans ce service aussi pendant un moment, c'est quand même bien. Et puis surtout, on va pouvoir isoler des malades avec des chambres à flux et compagnie, puisqu'on est référent REB, Besançon, pour la région. Donc voilà, le risque épidémique, ça risque d'arriver dans nos réas, ou en tout cas, il y aura des conseils à prendre. Donc, voilà un petit peu des choses positives. Tout ne s'est pas fait en un jour, c'est clair, et ça va nous demander encore du temps, mais n'empêche que ça avance. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, tu as réussi à placer effectivement Besançon le financement, et tu passes le micro. Ce n'est pas forcément Pascal Mathis qui a l'argent, puisqu'il en demandait un petit peu tout à l'heure, si j'ai bien compris. Mais c'est peut-être pas d'ailleurs Cédric qui a l'argent non plus, mais bon, il faut quand même toujours qu'il y ait quelqu'un à qui on demande de l'argent, c'est toujours comme ça. Peut-être Cédric intervenir sur la dernière diapo. On aura un petit peu de temps, hein, puisque la dernière présentation, ça prendra un tout petit peu moins de temps. Donc on aura bien évidemment des échanges, des questions, et il y a Keldoum qui pourra intervenir, et d'autres personnes bien évidemment. Pour rebondir, je parlais du DRU peut-être un petit peu après, puisque Cédric va aborder la partie stratégique opérationnelle pour faire la suite, le pendant de ce qui va se faire maintenant sur l'avenir. Merci Cédric. Oui, donc un des éléments qui a été finalement l'objet des derniers 6 mois, c'est comment passer d'une cellule très opérationnelle, très voilà, dans le pragmatisme et dans
la démarche face à la pandémie et face aux problématiques des patients Covid. Donc une cellule qui a adapté évidemment sa fréquence, son organisation en fonction de savoir si on était dans les phases hautes ou dans les phases évidemment plus basses, et qui au final, à la fois dans cette surveillance de l'attention et dans ce travail de transfert, a conduit au transfert de 400 personnes in fine en intra-régional et potentiellement en extra-régional. Et donc comment passer de cette cellule à un travail plus sur le long terme, sur le futur. Et donc ça, on l'a enclenché à l'été 2021. On avait commencé avant à organiser ce qu'on appelait les réunions du jeudi, où toutes les réanimations de la région étaient invitées, tous les établissements avec un service de réanimation ou de soins intensifs, soins critiques, étaient invités, ainsi que les fédérations hospitalières. Et donc ces séances du jeudi qui ont commencé par travailler un peu sur du partage au-delà de la cellule, du cœur de la cellule initiale, puis ensuite sur des logiques un peu de retour d'expérience, de partage de retour d'expérience, et puis on est arrivé à cette logique plutôt de construction du futur. Et donc c'est cette cellule et ces réunions du jeudi avec l'ensemble des acteurs de la région qui a conduit à l'élaboration de cette première feuille de route. Dans cette première feuille de route, je ne vais pas revenir, ce sera l'objet d'échanges probablement après sur tous les éléments en termes de capacitaire et autres, mais il y a deux éléments majeurs qui sont ressortis. L'idée de constituer, et là ça fait écho aussi au décret d'ailleurs, un comité stratégique régional, donc soins critiques, mais surtout de mettre en place une logique de comité opérationnel clinique, avec 4 groupes de travail qui se sont dégagés, qui ont commencé et qui vont poursuivre leur réflexion à partir de la première feuille de route. Un premier groupe de travail très clinique autour des questions évidemment de qualité, de pertinence, avec mise en place de RMM, de RCP. L'idée, c'est vraiment ce partage entre pairs autour de ces questions de prise en charge du patient clinique. Un groupe autour de la question de la formation, des RH de manière générale, de la qualité de vie au travail, ça a été longuement évoqué, et puis de cette notion de réserve régionale, avec une logique à 3 étages qu'on a commencé à réfléchir, une réserve au niveau de l'établissement, une réserve au niveau du GHT et puis une réserve à l'échelle régionale. Un troisième groupe autour évidemment de la question de l'organisation des filières et du parcours, avec cette double logique un peu matricielle, la filière et le parcours du patient dans ces filières. Et puis un quatrième groupe avec l'idée du partage d'expériences organisationnelles et opérationnelles entre les services. Comment les services sont organisés, quels sont les éléments, les points de force, les points plus complexes. Il y a aussi la question là-dedans des systèmes d'information, enfin, toutes ces questions très, très concrètes et très opérationnelles. Alors évidemment, cette démarche, elle va s'inscrire maintenant dans une feuille de route plus nationale avec ce décret qui est attendu, et puis évidemment le cadre de la réforme des autorisations. Le problème majeur qui remonte toujours, évidemment, c'est le problème RH, mais je pense que Jean-Pierre, tu as des éléments. Merci beaucoup Cédric. On va peut-être faire intervenir la salle, puisque les RH y sont en partie en tout cas dans la salle. Voilà, donc c'est le temps d'échanger. On a quelques minutes pour échanger, alors à la fois avec les orateurs que je remercie de leur présence. Si vous voulez rajouter des éléments, poser des questions, faire part de votre expérience, de vos ressentis. Je ne sais pas, Kaldoum, tu voulais éventuellement intervenir, toi qui avais été mis en avant au niveau international? Je ne veux pas parler de la crise en elle-même, mais je voulais parler pour la suite. Abdou parlait de cloisonnement entre la France, la Suisse, l'Allemagne. Mais moi, je remarque qu'il y a aussi un cloisonnement régional, ce qui nous a posé le plus de problèmes. Il y a un pilotage qui n'est pas coordonné entre
des régions voisines comme Franche-Comté et l'Alsace. On a transféré des patients jusqu'à Charleville-Mézières alors qu'il y avait des places disponibles à Besançon ou à Belfort. On avait des places disponibles dans d'autres régions qu'on n'a pas pu occuper parce que les directions de l'ARS n'étaient pas coordonnées entre elles. Ça me pose problème. C'est-à-dire, on parle de coordination entre la France et l'Allemagne, mais aussi il y a un problème local, enfin, si j'ose dire, national. Je ne connais pas à quel niveau on peut piloter ça. Est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est administratif? Le mieux, ce soit médico-administratif. Et quel mode d'organisation on peut faire, en sachant que je ne crois pas qu'on a fini de parler des épidémies. Je vous rappelle que ça explose en Chine et ça a commencé en Chine la première fois. Ça a toujours commencé en Chine, apparemment. Non, tu as tout à fait raison et je ne voulais pas aller du tout sur ce terrain. Je ne vais pas dire que c'est un terrain glissant, mais c'est un terrain très politique. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas appris les leçons et je ne suis pas sûr que les politiques qui vont se présenter aux élections aujourd'hui et dans les prochaines années ont vraiment appris la leçon ou on les a orientés sur la leçon. La question, tu as tout à fait raison. Pourquoi il faut que je transfère de Mulhouse à Charleville-Mézières, parce que c'est la même région, quand j'ai un hôpital recours à 20 km ou à 40 km. Et c'est pour ça qu'il faut travailler plutôt sur des bassins d'hôpitaux et non pas sur des régions. Malheureusement, on est encore de l'époque de Napoléon, même si on a agrandi les régions. On est en train aujourd'hui de déconstruire peut-être les régions, les zones de défense. Si je m'abuse, au niveau des SSE, là, les hôpitaux recours ESR, donc les hôpitaux de santé de référence. Donc, c'est une première approche, on va dire, mais il va falloir quand même aller un peu plus loin. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, même si ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas politique français, ce n'est pas mon rôle, mais tu as tout à fait raison qu'il faut quand même casser ces cloisons-là. Je ne sais pas ce que l'ARS en pense, mais il faudrait quand même, pour plus de praticité, casser ces cloisons-là. Alors, je ne sais pas si Cédric veut intervenir, hein, mais parce qu'effectivement, c'est toujours compliqué de parler des autres ARS. On sait qu'on a eu des difficultés effectivement avec l'ARS Grand Est, on ne va pas le rappeler, le souligner ici, mais Kaloum l'a fait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle de retour d'expérience, de choses que vous voulez discuter? On parlera des RH, hein, Séverine en parlera tout à l'heure, l'attractivité des RH, on parlera du DU tout à l'heure également. Est-ce qu'il y a des retours que vous souhaitez faire, des discussions que vous souhaitez engager? Excuse-moi, Rolio, je ne t'ai pas vu. Non, la seule chose que je voudrais signaler, parce que ne sort pas très bien sur le diaporama, c'est l'importance et le rôle qu'on a joué les hôpitaux périphériques dans cette crise. Et on s'est senti, ça il faut le signaler, très bien intégré avec la démarche qu'a fait l'ARS. Mais je vais souligner aussi que probablement la moitié des patients de notre région sont passés pour les hôpitaux périphériques. Et je voudrais signaler tout ça, qui ne sort pas très bien dans les diaporamas, sinon l'importance qu'on a joué, c'est maintenir cette crise, et maintenir nos malades, et essayer de ne pas transférer des patients au CHU, et se battre à niveau local entre nous pour pouvoir apporter notre aide. Et je pense que, ça, on a beaucoup discuté avec l'ARS, que cette importance des périphériques et les soutiens qu'on a besoin se maintiennent avec le temps. Voilà, trois quarts, je ne sais pas si vous avez entendu, 3/4 des lits sont extra-universitaires. Moi qui suis universitaire, c'est vrai que je pense un petit peu moins, mais on est au CREF, hein, ces hôpitaux extra-universitaires. Il y a eu une politique pendant des années, effectivement, à désertifier ces hôpitaux. Maintenant, on y remet beaucoup plus de sens et effectivement, comme tu l'as souligné, c'était très aidant, avec souvent beaucoup plus de difficultés qu'on a pu avoir au niveau du CHU, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a dépassé un tout petit peu. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non, il y a des gens qui se préparent. Attention avec le décret dans les mains. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non, bon, on peut clore, on peut applaudir hein, les orateurs. Merci beaucoup Cédric, Gilles, Hervé, Abdo. Merci pour votre présence précieuse.